Après m'être blessé, mes parents m'ont dit « Nous ne pouvons pas t'aider avec les factures ». Ensuite, ils ont acheté une maison à mon frère. J'ai financé ma propre vie sans eux, mais maintenant, ils veulent mon aide. Cependant, ils n'ont pas les moyens de s'offrir mon pardon aujourd'hui. Voici l'histoire de la façon dont mes parents m'ont laissé me battre, seul, face à une grave blessure qui m'a coûté mon emploi et presque toutes mes économies. Ils prétendaient être ruinés, pour ensuite verser un acompte sur une maison destinée à mon petit frère. Et maintenant, ils reviennent en rampant, implorant de l'aide, car le karma les a finalement rattrapés. Attachez vos ceintures, car c'est tout un voyage. Je m'appelle Jack, je suis un homme de 32 ans, et je me débrouille seul depuis l'âge de 18 ans. Non pas parce que je cherchais l'aventure, l'indépendance, ou quelque chose de dramatique, mais parce que mes parents ont clairement fait comprendre, dès le début, que j'étais l'enfant qui devait se débrouiller par lui-même, tandis que mon jeune frère, Nathan, bénéficiait du soutien familial complet. En grandissant, le favoritisme était si évident que cela aurait été drôle, si ce n'était pas ma propre vie. Nathan ne pouvait rien faire de mal. Il oubliait ses devoirs? Maman les lui apportait à l'école. Il ratait un examen? Papa débarquait, exigeant que la maîtresse explique pourquoi son fils ne recevait pas un enseignement adapté. On l'a surpris en train de boire à 16 ans? Oh, ce ne sont que des garçons, et les garçons, ça expérimente. De mon côté, j'ai eu un C à un devoir en classe de seconde, et j'ai été puni pendant 1 mois. Pas de téléphone, pas de sortie, juste des devoirs et des tâches ménagères. Quand j'ai fait remarquer ce 2 poids, 2 mesures, papa m'a sorti la phrase classique, celle qui me fait encore bouillir le sang aujourd'hui, Nathan a besoin de plus de soutien car il est sensible, alors que toi, tu es assez fort pour gérer ça. Traduction, nous n'avons pas envie de t'éduquer, donc nous appellerons ça forger le caractère. J'ai travaillé pendant mes années de lycée, car je savais que l'université ne se paierait pas toute seule. Papa gérait un entrepôt de taille moyenne, et gagnait bien sa vie. Maman travaillait à temps partiel dans un bureau d'assurance. Ils n'étaient pas riches, mais ils ne roulaient pas sur l'or non plus. Ils auraient pu m'aider pour mes études, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Tu apprécieras davantage ton éducation si tu la mérites par toi-même, m'a dit maman, lorsque je lui ai demandé de l'aide pour les frais de scolarité. Pendant ce temps, les fonds universitaires de Nathan restaient là, intacts, accumulant des intérêts, en attendant qu'il décide de ce qu'il voulait étudier. Alerte divulgachage, il ne l'a jamais su. Je suis allé dans un collège communautaire pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été transféré à l'université d'État. J'ai vécu dans l'appartement le moins cher que j'ai pu trouver, avec 3 colocataires. J'ai travaillé à temps plein dans un entrepôt pendant les vacances d'été et d'hiver, et à temps partiel pendant les cours. Je suis sorti diplômé avec une licence en gestion logistique, et environ 28 000 € de prêts étudiants. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de transport juste après l'université, occupant un poste de débutant, à déplacer des cartons et à apprendre les systèmes d'inventaire. Ce n'était pas très glamour, mais j'étais doué pour ça. J'ai gravi les échelons pendant 6 ans, jusqu'à obtenir un poste de superviseur, gagnant un salaire convenable, suffisant pour couvrir mes prêts, louer un appartement correct avec une chambre, et même économiser un peu d'argent chaque mois. Nathan, pendant ce temps, a abandonné l'université après 1 an et demi. Il a tout simplement arrêté d'aller en cours. Lorsque mes parents l'ont découvert, ils ne se sont même pas mis en colère. Ils étaient juste déçus, d'une manière douce, sans aucune conséquence. Il est retourné vivre à la maison, sans payer de loyer, et a passé les 2 années suivantes à alterner entre des emplois à temps partiel dans des cafés et des magasins de détail. Chaque dîner de famille se transformait en une étrange séance de thérapie. Mes parents y parlaient de Nathan, de sa recherche de sa propre voie et de la découverte de sa passion, comme s'il était engagé dans un voyage spirituel, au lieu d'être simplement paresseux et sans but. Lorsque je mentionnais mes promotions ou mes augmentations de salaire, j'avais droit à un distrait, c'est bien, chéri. Et ce, juste avant que la conversation ne revienne sur la dernière crise existentielle de Nathan, pour savoir s'il devait postuler à une école d'art, essayer de devenir agent immobilier, ou peut-être, apprendre à coder. La blessure est survenue en octobre dernier. Nous faisions l'inventaire dans l'un des principaux entrepôts, et je me trouvais sur une plateforme élévatrice, pour vérifier les stocks sur les étagères en hauteur. Le protocole de sécurité stipule qu'il faut un observateur, et que la plateforme doit être sur une surface plane. Cependant, nous étions en retard, et mon responsable poussait tout le monde pour que nous allions plus vite.
J'essayais d'atteindre un presse-papier qui était tombé derrière des cartons, lorsque toute la plateforme a bougé. Le sol n'était pas aussi nivelé que je le pensais, et la répartition du poids était mauvaise. L'engin a basculé sur le côté, et j'ai fait une chute d'environ 3,6 mètres, atterrissant violemment sur mon flanc gauche. L'impact m'a brisé la clavicule, m'a fracturé 3 côtes, et a causé de vilains dégâts à mon épaule, nécessitant une intervention chirurgicale. La douleur était irréelle. Je ne pouvais pas respirer sans avoir l'impression que quelqu'un me poignardait. Je ne pouvais pas bouger mon bras. Je suis simplement resté là, étendu sur le sol en béton de l'entrepôt, essayant de ne pas m'évanouir, pendant que mes collègues appelaient à l'aide. L'hôpital, l'opération, la physiothérapie, tout le processus y est passé. Le médecin a déclaré que je serais en arrêt de travail pendant au moins 4 mois, peut-être 6, en fonction de ma guérison. L'indemnisation des accidents du travail couvrirait les frais médicaux, mais elle ne paierait qu'un certain pourcentage de mon salaire. De plus, mon entreprise avait une politique selon laquelle, si vous étiez en congé maladie pendant plus de 90 jours, il pouvait supprimer votre poste. J'ai fait les calculs rapidement, et j'ai réalisé que j'allais perdre environ 500 € de revenus par mois, pendant potentiellement une demi-année. En outre, j'aurais besoin d'aide pour les tâches quotidiennes de base, car je ne pouvais littéralement pas lever mon bras au-dessus de la taille, ni porter quoi que ce soit de plus lourd qu'une tasse de café. J'ai appelé mes parents depuis l'hôpital, le lendemain de mon opération. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que j'allais me retrouver dans une passe financière difficile, et que je pourrais avoir besoin de leur emprunter de l'argent pour payer le loyer et les factures, le temps de me rétablir. Je leur ai aussi demandé si je pouvais peut-être rester avec eux 1 mois ou 2, vu que je n'étais pas encore capable de prendre soin de moi-même. La réponse de papa a été « Jack, nous adorerions t'aider, mais l'argent se fait très rare en ce moment. Les heures de ta mère ont été réduites, et nous avons nos propres factures à gérer. Tu vas devoir te débrouiller. » Maman a pris le téléphone, et a essentiellement répété la même chose. Elle a ajouté quelques bêtises sur le fait que j'avais toujours été quelqu'un d'indépendant et de capable. Selon elle, je pourrais sûrement arranger les choses, peut-être en demandant de l'aide à mes amis, ou en me renseignant sur les programmes d'assistance gouvernementale. J'étais dans un lit d'hôpital, drogué aux analgésiques. Je pouvais à peine bouger, et mes parents me disaient de me débrouiller tout seul. Cette trahison m'a frappé d'une manière bien différente du favoritisme avec lequel j'avais grandi. Il ne s'agissait plus de recevoir moins d'attention ou moins de privilèges. Il s'agissait d'avoir réellement besoin d'aide, et de m'entendre dire non. Cependant, mon ami Carlos est venu à mon secours. Lui et sa femme venaient d'acheter une maison avec une chambre d'amis, et ils m'ont proposé de rester avec eux pendant ma convalescence. Ils ne m'ont même pas laissé payer de loyer, ils m'ont juste demandé de participer pour la nourriture, quand je le pourrais. La famille doit aider la famille, m'a dit Carlos, alors que j'essayais de le remercier pour la 100e fois. Et parfois, ta vraie famille, ce n'est pas celle avec qui tu partages des liens de sang. Emménager chez eux a été humiliant, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais toujours été le gars indépendant, celui qui réglait ses propres problèmes. Maintenant, j'avais besoin d'aide pour tout. Carlos a dû porter mes valises dans les escaliers, car je ne pouvais rien soulever. Amy, sa femme, m'a préparé la chambre en plaçant tout sur mon côté droit, vu que je ne pouvais pas utiliser mon bras gauche. La première nuit là-bas, je me suis assis sur le bord du lit, et j'ai pleuré. Ce n'était pas à cause de la douleur physique, bien que celle-ci fût brutale, mais plutôt à cause de la prise de conscience que des étrangers me traitaient mieux que mes propres parents. Carlos a frappé à la porte, est entré sans un mot, et s'est simplement assis avec moi, jusqu'à ce que je me calme. Ces premiers mois ont été d'une brutalité sans nom. La physiothérapie faisait encore plus mal que la blessure initiale. Certains jours, je me réveillais au milieu de la nuit, parce que je m'étais tourné sur mon épaule blessée. Je n'ai pas pu m'habiller seul pendant des semaines. Amy, la femme de Carlos, a dû m'aider pour des choses basiques, comme enfiler des chemises et couper ma nourriture. Les séances de physiothérapie étaient un enfer à part entière. 3 fois par semaine, j'allais dans cette clinique, où une thérapeute nommée Sandra me faisait faire des exercices qui ressemblaient à de la torture. Des rotations d'épaules, des bandes de résistance, et des entraînements avec des haltères d'1 kilo, qui pesaient comme des blocs de béton. La douleur, c'est ton corps qui guérit, disait Sandra, alors que je serrais les dents pour une énième répétition. Tu reconstruis la force que la blessure t'a enlevée. Oui, des paroles vraiment inspirantes,
quand tu transpires à travers ton t-shirt en essayant simplement de lever le bras au-dessus de ta tête. L'aspect mental était parfois pire que le physique. J'avais été superviseur, j'avais des gens sous mes ordres, et j'étais en bonne voie pour obtenir un poste de direction. Maintenant, je dépendais de mes amis pour m'aider à me doucher, et je ne pouvais même pas ouvrir un pot de beurre de cacahuète tout seul. Cependant, Carlos ne m'a jamais fait me sentir comme un fardeau. Il plaisantait sur le fait que j'apprenais enfin ce que signifiait l'humilité. Sa femme riait, lui disait de se taire, puis me demandait si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Leurs enfants, 2 petits garçons de 6 et 8 ans, pensaient que j'étais une sorte d'oncle amusant qui vivait avec eux. Ils me faisaient des dessins, qu'ils laissaient sur ma table de chevet. Un soir, environ 6 semaines plus tard, je passais une nuit particulièrement difficile. La douleur était plus intense que d'habitude, et je venais de recevoir un autre email de l'entreprise, m'informant qu'ils ne savaient toujours pas quand je pourrais reprendre le travail. J'étais assis dans leur salon, le regard perdu dans le vide, quand Amy s'est assise à côté de moi. « Est-ce que ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Non, j'ai vraiment l'impression que tout s'effondre, et je ne peux rien faire pour l'arrêter. » Elle a hoché la tête en signe de compréhension. Lorsque Carlos a été licencié de son travail il y a 3 ans, avant que nous ayons les enfants, nous avons failli tout perdre. Les cartes de crédit étaient saturées, nous étions en retard sur le loyer. Et nous avons mangé des nouilles instantanées pendant des semaines d'affilée. Ce fut la période la plus sombre de notre vie. Je ne le savais pas, Carlos n'en avait jamais parlé. « Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ça ?» ai-je demandé. Nous nous sommes soutenus l'un l'autre, et nous avons accepté l'aide quand on nous la proposait. Carlos avait ce blocage, il pensait que demander de l'aide, c'était admettre un échec. Il lui a fallu des mois pour enfin accepter que, parfois, on a besoin des autres. Et qu'avoir besoin d'aide ne rend pas faible. Je déteste avoir besoin d'aide, ai-je murmuré. Je sais, mais les personnes qui t'aiment ne voient pas cela comme un fardeau. Elles y voient une opportunité de soutenir quelqu'un à qui elles tiennent. Laisse-nous t'aider, Jack. C'est ce que fait la famille. Cette conversation est restée gravée dans ma mémoire. J'ai commencé à faire des efforts pour mieux accepter leur aide, au lieu de lutter contre elle en permanence. Le coup dur financier a été bien pire que ce à quoi je m'attendais. Même si l'indemnisation des accidents du travail couvrait une partie de mes dépenses, j'ai épuisé mes économies en essayant de payer le loyer de mon appartement, les mensualités de ma voiture, l'assurance, mes prêts étudiants, bref, tout. Au bout du 3e mois, j'étais pratiquement en faillite. J'ai dû vendre ma voiture, juste pour pouvoir payer les factures. J'ai commencé à rater les paiements de mes prêts, et ma cote de crédit a chuté de façon vertigineuse. Et malgré tout cela, mes parents ne m'ont jamais appelé, pas même une seule fois, pour prendre de mes nouvelles. Parfois, je leur envoyais des mises à jour par SMS, et je recevais des réponses courtes du genre « Je suis contente que tu guérisses » ou encore « Tiens bon ». Rien de concret. Aucune proposition de visite, aucune question pour savoir si j'avais besoin de quoi que ce soit. Pendant ce temps, je voyais Nathan publier sur les réseaux sociaux. C'était des photos de dîners de famille chez mes parents, des week-ends au lac, bref, toutes les activités normales d'une famille, mais sans moi. Au 4e mois, j'ai enfin obtenu l'autorisation médicale pour reprendre le travail. Le problème, c'est que mon poste avait été pourvu, et l'entreprise m'a proposé un emploi de niveau inférieur, payé 8 000 € de moins. C'était à prendre ou à laisser. Je l'ai accepté, car j'avais besoin de revenus, mais ça m'a fait mal. J'avais passé 6 ans à travailler pour gravir les échelons, et tout était perdu, simplement parce que je m'étais blessé en faisant mon travail. Mon assistante sociale m'a dit que je pourrais probablement intenter un procès pour licenciement abusif ou quelque chose du genre, mais les avocats coûtaient de l'argent que je n'avais pas. Alors, j'ai ravalé ma fierté, et je suis pratiquement retourné à la case départ. J'ai commencé à me reconstruire, lentement. J'ai déménagé dans un appartement moins cher, et j'ai acheté une voiture d'occasion. J'ai établi un budget très strict, pour commencer à sortir de ce gouffre financier. Carlos et Amy m'ont aidé à déménager, ainsi qu'à m'installer. Ils ont toujours refusé que je les paie pour les mois où je suis resté chez eux. Pendant tout ce temps, je recevais des SMS aléatoires de ma mère, me posant des questions sur mes projets pour Noël ou pour mon anniversaire. Des choses totalement superficielles. Elle n'a jamais reconnu qu'elle m'avait laissé me noyer, à un moment où j'avais réellement besoin d'aide. Et j'ai joué le jeu, car qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ?
Il reste mes parents. Puis est arrivé le jour de Thanksgiving. Maman m'a envoyé un message pour me demander si je venais dîner. J'ai répondu oui, car l'alternative était de manger seul, et je pensais pouvoir supporter un repas de famille un peu gênant. Carlos m'avait pourtant proposé de passer Thanksgiving avec sa famille à la place. Tu ne leur dois pas ta présence, mec, surtout après la façon dont ils t'ont traité, m'a-t-il dit. Mais je voulais les voir, j'avais besoin de les voir. En fait, une part de moi espérait encore une sorte de reconnaissance, ou des excuses. J'espérais qu'ils verraient à quel point j'avais lutté, et que peut-être, ils se sentiraient mal de m'avoir laissé tomber. C'était un espoir stupide, mais un espoir quand même. Je suis arrivé chez eux, et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Il y avait de nouveaux meubles dans le salon, et notamment un grand canapé d'angle, qui avait certainement coûté plusieurs milliers d'euros. Une nouvelle télévision était fixée au mur, elle devait faire au moins 65 pouces. La cuisine avait également été rénovée récemment. Il y avait de nouveaux plans de travail en granit, une crédence élégante, et des appareils électroménagers en acier inoxydable. L'endroit était vraiment beau, très beau même, comme s'il venait de dépenser beaucoup d'argent. Franchir cette porte et voir toutes ces améliorations a été comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pendant que je vendais ma voiture pour payer mon loyer, ils étaient en train de refaire leur cuisine. Nathan était là, l'air très satisfait de lui-même. Il portait un sweatshirt de créateur, qui, je le savais, coûtait au moins 200 euros. Il m'a fait une étrange accolade fraternelle, que je lui ai à peine rendue. Maman s'affairait autour de la dinde, comme si elle participait à une émission de cuisine. Papa, quant à lui, était assis dans son nouveau fauteuil inclinable, en train de regarder le football. Il m'a à peine regardé quand je suis entré. Le dîner a été tendu dès le début. Personne n'a mentionné ma blessure, ni ne m'a demandé comment j'allais. La conversation est restée à un niveau purement superficiel. On a parlé de la météo, des informations locales, et du film que Nathan avait regardé le week-end précédent. Je suis resté assis là, à pousser ma purée de pommes de terre dans mon assiette, observant ma famille agir comme si l'année passée n'avait jamais existé. Puis, au milieu du dîner, Nathan n'a pas pu contenir son enthousiasme plus longtemps. Il a commencé à parler d'un appartement qu'il cherchait. Il s'est avéré que mes parents l'avaient aidé à chercher un endroit à acheter, une vraie maison. Il discutait d'acomptes, de taux hypothécaires, et de blocage des taux d'intérêt. Et moi, j'étais assis là, faisant des calculs mentaux qui ne tenaient pas debout. Le marché immobilier est complètement fou en ce moment, a déclaré papa. Mais nous avons trouvé cette superbe opportunité à Riverside. 3 chambres, 2 salles de bain, et un joli petit jardin. La maison parfaite pour commencer. Maman a hoché la tête avec enthousiasme, et le quartier est en plein essor. C'est un excellent investissement. Nathan sautillait presque sur sa chaise. Je n'ai jamais vécu dans un endroit qui soit vraiment à moi, tu sais? Ça va être génial. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'estomac. Attendez, les ai-je interrompus. Vous aidez Nathan à acheter une maison. Un silence de mort est tombé sur la table. Papa m'a regardé comme si j'avais posé une question stupide. Eh bien, oui, il ne peut pas vivre avec nous pour toujours. Il est temps qu'il ait son propre chez lui. À quelle hauteur l'aidez-vous, ai-je demandé. Mes parents ont échangé un regard. Le genre de regard qui signifiait qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir cette conversation devant moi. Maman a fait ce truc qu'elle fait toujours, pour essayer de minimiser les choses. Elle a parlé avec ce ton beaucoup trop désinvolte, qui indiquait qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose qui, elle le savait, ne me plairait pas. Nous lui donnons juste un petit coup de pouce pour la compte. Rien d'important. Combien, ai-je insisté. Nathan, béni soit son absence totale de conscience de lui-même, est intervenu, tout excité. Il était incapable de lire l'ambiance, même si sa vie en dépendait. Il me donne 50 000 euros pour la compte. N'est-ce pas incroyable? J'ai trouvé cette superbe maison de 3 chambres à Riverside, qui ne coûte que 285 000 euros. Grâce à leur aide, je peux vraiment me le permettre. Les mensualités de l'hypothèque seront d'environ 800 euros par mois. Mais je peux gérer ça avec mon travail. La pièce a été plongée dans un silence de cathédrale. Je devais avoir une expression particulière sur le visage, car même Nathan s'est tu. Soudain, maman s'est montrée très intéressée par ses haricots verts. Papa s'est raclé la gorge, et a saisi son verre d'eau.
Ces personnes, qui n'avaient pas les moyens de m'aider à payer mon loyer pendant que je me remettais d'une grave blessure, avaient réussi à réunir 50 000 € pour acheter une maison à mon frère. C'est génial, ai-je dit, d'une voix neutre. Très généreux de votre part. Papa a saisi mon ton. Ne commence pas, Jack. C'est différent. Et en quoi est-ce différent, exactement, ai-je demandé. Nathan a besoin de ça. Il a lutté pour trouver sa voie, et avoir son propre chez lui donnera de la stabilité et de la motivation. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'absurdité de la situation était tout simplement trop énorme. J'ai eu besoin d'aide il y a 8 mois, quand je ne pouvais littéralement plus travailler, et vous m'avez dit que l'argent se faisait rare. Mais Nathan a besoin d'une maison, alors soudain, vous avez 50 000 € qui traînent. Maman est intervenue, utilisant sa voix pacificatrice. Jack, nous avons économisé cet argent pendant des années. Ce n'est pas la même chose que d'avoir de l'argent de côté pour les urgences. Économiser. Pourquoi faire? Pour lui, spécifiquement? Le silence a été ma seule réponse. D'accord. Donc, vous aviez cet argent tout ce temps. Vous avez simplement décidé que m'aider n'était pas une priorité. Nathan a essayé de les défendre. Mec, ce n'est pas comme ça. Ils allaient t'aider, mais... Mais quoi? Je n'ai jamais demandé. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu te débrouilles toujours. Et voilà, c'était reparti, la même phrase que j'avais entendue toute ma vie. J'étais trop capable, trop indépendant, et trop doué pour gérer mes propres problèmes, pour mériter un véritable soutien. J'en avais besoin, ai-je murmuré à voix basse. J'ai demandé de l'aide, et vous avez dit non. J'ai dormi sur le canapé d'un ami pendant 3 mois, parce que je ne pouvais pas payer mon loyer. J'ai vendu ma voiture, j'ai saturé mes cartes de crédit, et j'ai détruit ma cote de crédit. J'avais besoin d'aide. Et vous m'avez laissé me débrouiller tout seul, pendant que vous mettiez de l'argent de côté pour lui acheter une maison. Le visage de papa est devenu rouge. Nous avons pris une décision sur la façon d'utiliser notre argent. Tu es un adulte. Tu ne peux pas dicter ce que nous faisons de nos finances. Tu as tout à fait raison. C'est votre argent, dépensez-le comme vous le voulez. Mais ne vous attendez pas à ce que je prétende que tout va bien, et ne vous attendez pas à ce que je continue de venir au dîner de famille, comme si de rien n'était. Je me suis levé, et je suis parti. Je n'ai même pas pris mon manteau. Je suis juste sorti, et je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes, essayant de me calmer, avant de rentrer chez moi. C'était il y a 8 mois. Je ne leur ai pas parlé depuis, à l'exception de quelques échanges de SMS qui n'ont mené nulle part. Au début, ils ont tenté la carte du chantage affectif. Maman m'envoyait de longs messages pour m'expliquer que la famille devait rester unie, et me dire à quel point mon éloignement les blessait. Des paragraphes entiers racontaient qu'ils m'avaient toujours aimé, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je prenais mes distances. Elle jouait les victimes, comme si c'était elle la partie blessée dans cette histoire. Papa m'a envoyé des messages plus courts, me disant essentiellement de grandir et d'arrêter de faire des drames. Tu es trop vieux pour faire des caprices à cause de décisions familiales, disait l'un de ses SMS. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour Nathan. Tu dois aller de l'avant. Aller de l'avant, bien sûr. Comme s'ils avaient simplement oublié de me rappeler par accident, et ne m'avaient pas délibérément laissé galérer, seul, lors d'une crise médicale. Nathan m'a envoyé un SMS qui disait seulement « Désolé, frérot ». Et rien de plus. Il n'a même pas eu le courage d'appeler. Il a probablement écrit ce message, confortablement installé sur le canapé que mes parents lui ont acheté pour sa nouvelle maison. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie, sans eux. J'ai fait des heures supplémentaires chaque fois que c'était possible. Mon superviseur s'est montré compréhensif, et m'a laissé prendre des remplacements supplémentaires, puisque j'avais prouvé que j'étais fiable. J'ai commencé à prendre des gardes le samedi, payé à 1 fois et demi le taux horaire normal. Parfois, je travaillais de 55 à 60 heures par semaine. Le rythme était brutal, mais nécessaire. Je divisais chaque chèque de paie, une partie pour rembourser mes dettes, et l'autre pour reconstituer mon fonds d'urgence. J'ai créé une feuille de calcul détaillée, afin de suivre chaque euro, chaque dette, et chaque objectif. Carlos appelait ça mon « budget de vengeance ». Remettre ma vie en ordre, c'était la meilleure façon de prouver à mes parents qu'ils ne pouvaient pas m'abattre.
J'ai trouvé un deuxième emploi à temps partiel, en tant que consultant en inventaire pour de petites entreprises, pendant le week-end. L'un de mes anciens collègues avait lancé une entreprise de conseil, et il avait besoin de quelqu'un qui maîtrisait les systèmes de gestion de stock. 3 heures le dimanche matin, à compter les marchandises et à organiser les entrepôts pour des commerces locaux. Cela représentait 400 € supplémentaires par mois, qui allaient directement au remboursement de mes dettes. C'était épuisant de travailler du lundi au vendredi à mon emploi habituel, de faire des heures supplémentaires le samedi, et des missions de conseil le dimanche matin. Ma vie sociale était devenue inexistante. Je suis sorti avec une femme pendant environ 2 mois, avant qu'elle ne se lasse du fait que j'étais toujours occupé. Je ne pouvais même pas la blâmer. Qui voudrait sortir avec quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7? Cependant, les chiffres évoluaient dans la bonne direction. Les soldes de mes cartes de crédit diminuaient, mon fonds d'urgence augmentait, et ma cote de crédit grimpait, point par point. J'ai commencé à franchir des étapes qui me semblaient monumentales, rembourser une carte de crédit dans son intégralité, dépasser la barre des 650 points pour ma cote de crédit, ou encore économiser un fonds d'urgence de 1000 €. Carlos est devenu le frère que j'aurais dû avoir. Une vraie famille, la famille que l'on choisit. Il m'a aidé à élaborer un plan de redressement financier, et m'a présenté son ami conseiller financier, qui m'a donné des conseils gratuits. Surtout, il m'a permis de garder toute ma tête pendant les pires moments. Sa famille m'a inclus dans absolument tout, les anniversaires, les vacances, les barbecues improvisés. Ils ne m'ont jamais donné l'impression d'être une charité, ou un fardeau. C'est ça, la famille, m'a-t-il dit un jour, alors que j'essayais de le remercier pour la 100e fois. Nous nous soutenons mutuellement, pas seulement quand c'est pratique, mais surtout quand c'est difficile. C'est ce qui rend la chose authentique. Ses enfants ont commencé à m'appeler Oncle Jack. Ils me fabriquaient des cartes d'anniversaire et de Noël, avec des dessins au crayon de couleur. Le plus jeune, Danny, m'a demandé une fois pourquoi je ne passais pas les vacances avec mon autre famille. Parce qu'ils ne sont pas vraiment ma famille, lui ai-je répondu. C'est vous, ma famille. Mais qu'est-ce qui fait de nous ta famille, si nous n'avons pas de lien de parenté, a-t-il demandé. Carlos l'a entendu, et est intervenu, la famille, ce n'est pas une question de lien de sang, mon grand. C'est une question de savoir qui est là, quand tu en as besoin. Le petit garçon y a réfléchi une seconde, puis a haussé les épaules, et s'est remis à colorier. Mais ces mots sont restés gravés en moi. Ma cote de crédit a commencé à se rétablir plus rapidement que prévu. Tous ces paiements effectués à temps ont fini par payer. J'ai remboursé mes cartes de crédit en totalité au bout du 6e mois. La sensation de ramener ce dernier solde à zéro a été meilleure que Noël. En fait, j'ai même versé quelques larmes en voyant la confirmation du paiement. J'ai de nouveau été promu au poste de superviseur au travail, avec une augmentation de salaire à 48 000 €. Ce n'était pas le niveau que j'avais avant ma blessure, mais je remontais la pente. Après avoir annoncé la promotion, mon patron m'a pris à part, il m'a dit qu'il avait vu comment j'avais géré l'adversité, que cela montrait mon caractère, et que j'étais le genre de personne qu'il voulait avoir au sein de la direction. Cela a signifié bien plus pour moi qu'il ne le pensait. Être reconnu pour avoir travaillé dur et surmonté les difficultés, plutôt que de recevoir l'aumône parce que quelqu'un avait pitié de moi. J'ai trouvé un meilleur appartement dans un quartier décent. Il avait 2 chambres, car je voulais un vrai espace de vie, ainsi qu'un balcon, où je pouvais m'asseoir le soir pour simplement respirer. Pas de colocataire, pas de faveur, juste mon propre chez moi, payé avec mon propre argent. J'ai signé ce bail en ressentant une fierté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. J'ai également acheté une voiture d'occasion fiable. Rien de luxueux, juste une Honda Civic avec 80 000 miles au compteur, mais qui fonctionnait à merveille. Je l'ai payée en espèces, avec l'argent que j'avais économisé grâce à toutes ces heures supplémentaires. Le concessionnaire a semblé surpris lorsque j'ai sorti mon enveloppe remplie de billets. C'était un sentiment incroyable de faire un achat important, sans rien devoir financer à crédit. Les choses s'amélioraient. J'étais en train de sortir du trou que ma blessure, et l'abandon de ma famille, avaient creusé pour moi. Et je le faisais entièrement par moi-même, avec le soutien des personnes qui se souciaient vraiment de moi. Puis, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds jamais à ces appels, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être la curiosité, ou peut-être juste un mauvais timing. C'était Nathan. Il avait l'air stressé.
Sa voix avait cette intonation particulière, qui signifiait qu'il essayait de garder son calme, mais qu'il échouait lamentablement. Il a commencé par une conversation très maladroite, me demandant comment j'allais, comme si nous nous étions parlé la veille, alors que nous n'avions eu aucun contact pendant des mois. Il m'a interrogé sur mon travail, mon appartement, et m'a demandé si je fréquentais quelqu'un. Des choses totalement superficielles, et nous savions tous les deux que ce n'était pas la vraie raison de son appel. Écoute, a-t-il fini par dire, après environ 2 minutes à tourner autour du pot. Je sais que les choses ont été bizarres entre nous et les parents. J'aurais dû te contacter plus tôt. C'était juste gênant, tu sais? Après Thanksgiving, et tout le reste. Y a-t-il un but à cet appel, Nathan, ai-je coupé court? Oui, bien sûr. En fait, je suis dans une situation un peu compliquée, et j'espérais que tu pourrais m'aider. J'ai failli raccrocher à ce moment précis, mais ma curiosité a pris le dessus. Il fallait que j'entende quel genre de situation nécessitait d'appeler le frère qu'il avait ignoré pendant des mois. Quel genre de situation, ai-je demandé? C'est par rapport à la maison qu'ils m'ont aidé à acheter. J'ai des problèmes pour payer les mensualités de l'hypothèque. Je pensais que mon emploi était sûr, mais ils ont réduit mes heures en janvier, et je couvre à peine les factures. Rien que les charges me tuent. 3 chambres. Ça implique du chauffage et de la climatisation, sans parler des frais de copropriété que je n'avais pas bien budgétisés. Et les impôts fonciers étaient plus élevés que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, il partait en vrille. Les mots sortaient de plus en plus vite, comme s'il avait gardé tout cela pour lui depuis un bon moment. J'ai environ 3 mois de retard sur l'hypothèque, et la banque m'envoie des lettres d'avertissement. J'en ai reçu une qui dit qu'ils vont entamer une procédure de saisie immobilière, si je ne rattrape pas mon retard le mois prochain. J'ai tout essayé. Mec. J'ai fait des heures supplémentaires quand il y en avait. J'ai réduit mes sorties au restaurant, j'ai même vendu certaines de mes affaires, mais ce n'est pas suffisant. Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Longue pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. J'espérais que tu pourrais me prêter un peu d'argent, juste pour me remettre à jour. Peut-être environ 5 000 €. Je te rembourserai, je le jure. Dès que mes horaires reviendront à la normale, je t'enverrai des paiements mensuels. Nous pouvons même rédiger un contrat, ou tout ce que tu voudras. L'audace, la pure audace de ce gamin. Mon frère, qui avait regardé mes parents lui donner 50 000 € pendant que je luttais contre une blessure, qui m'avait envoyé un SMS de 2 mots en 8 mois, et qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais, ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Ce type m'appelait aujourd'hui, pour me demander un prêt. Voyons si j'ai bien compris. Maman et papa t'ont donné 50 000 € pour une maison que tu n'as pas les moyens de payer. Tu as 3 mois de retard sur ton hypothèque, et tu m'appelles, moi, le frère à qui tu n'as pas parlé depuis près d'1 an, pour me demander 5 000 €. Je suis désespéré, mec. Je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. As-tu demandé de l'aide à maman et papa? Une autre longue pause, qui en disait long. Ils ne peuvent pas m'aider. Ils ont leurs propres problèmes d'argent en ce moment. Cela a attiré mon attention, et je me suis redressé sur ma chaise. Quel genre de problème d'argent, ai-je demandé? Je ne connais pas tous les détails. Papa n'en parle pas beaucoup, mais c'est lié à son travail qui n'a pas fonctionné, et à des investissements qui ont mal tourné. Ils ont perdu une bonne partie de leur argent quelque part. Ils vendent la maison. Attends. Mes parents vendaient leur maison? La maison dans laquelle ils vivaient depuis 20 ans? Celle-là même qu'ils venaient de rénover, avec de nouveaux meubles et appareils électroménagers? Ils vendent la maison? Leur maison? Oui. Ils déménagent dans un appartement ou quelque chose comme ça. Ils déménagent dans un appartement de 2 pièces, de l'autre côté de la ville. C'est un vrai bordel. Maman est très contrariée par tout ça. Mais papa dit qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il a parlé de la nécessité d'accéder à la valeur nette de la maison, pour couvrir des dettes. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans ma tête. Ils avaient dépensé leurs économies pour aider Nathan à acheter une maison qu'il ne pouvait pas s'offrir. Papa avait perdu son emploi. Maintenant, ils étaient ruinés, et vendaient leur maison pour garder la tête hors de l'eau. Et Nathan était sur le point de perdre la sienne, parce qu'il ne pouvait plus voler à son secours. Mais bref, à propos de ce prêt. Je t'arrête tout de suite, les jeux interrompus. Nathan,
je ne vais pas te donner 5000 euros. Je ne vais rien te donner du tout. Tu es livré à toi-même. Jack, s'il te plaît, je vais perdre la maison. Eh bien, tu perds la maison. Tu aurais dû y penser avant d'acheter quelque chose qui était au-dessus de tes moyens. Tu vas vraiment me laisser à la rue pour ça? Juste pour une rancune, à cause de ce qui s'est passé l'année dernière? Son manque de remise en question était stupéfiant. Il ne s'agit pas d'une rancune, mais de conséquences. Tu as pris des décisions, de mauvaises décisions. Ce n'est pas mon problème de les réparer. Et que fais-tu du fait que la famille doit s'entraider? J'ai ri de nouveau, de ce même rire creux que j'avais eu lors du dîner de Thanksgiving. Tu parles de la façon dont mes parents m'ont aidé quand je me suis blessé, et que j'étais ruiné? Oh, attends, ils ne l'ont pas fait. Ou alors, de la façon dont toi et eux, vous êtes restés en contact pour prendre de mes nouvelles, pendant la pire période de ma vie? Oh, attends. Ça n'est pas arrivé non plus. C'est de ce genre d'aide familiale dont tu parles? J'ai dit que j'étais désolé. Tu as envoyé un SMS qui disait « Désolé, bro ». Ce ne sont pas des excuses, c'est une dérobade. Et maintenant, tu veux de l'argent? Non, débrouille-toi tout seul. Tu es capable et indépendant, n'est-ce pas? J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était maman, cette fois-ci. Jack, nous devons parler. De quoi? De ton frère. Il nous a dit que tu refusais de l'aider avec sa situation hypothécaire. C'est exact. J'ai refusé. Comment peux-tu être aussi froid? C'est ton frère. Il va tout perdre. Tout ce que vous lui avez donné, tu veux dire? La maison qu'il n'avait pas les moyens de se payer, et que vous lui avez permis d'acheter, c'est bien ça? Elle a poussé un soupir de frustration. Il ne s'agit pas du passé, il s'agit du fait qu'il a besoin d'aide en ce moment même. C'est drôle comme il ne s'agit que du présent, quand c'est vous qui avez besoin de quelque chose de ma part. Quand j'avais besoin d'aide, c'était aussi dans le présent, mais vous n'avez pas levé le petit doigt. Ce n'est pas juste, Jack. Notre situation financière était différente. Elle l'était, en effet, car vous aviez 50 000 euros d'économie. Vous avez simplement choisi de ne pas utiliser le moindre centime de cette somme pour m'aider. Papa a pris le téléphone, j'ai pu entendre leur échange en arrière-plan. Sa voix semblait tendue, mais contrôlée. Jack, ta mère et moi avons pris les décisions que nous pensions être les meilleures, à ce moment-là. Nous n'allons pas nous excuser d'avoir aidé ton frère à démarrer dans la vie. Je ne demande pas d'excuses. C'est vous qui m'avez appelé, vous vous souvenez? Nous appelons, parce que nous avons besoin que tu sois raisonnable. Nathan a besoin de 5000 euros, sinon il va perdre sa maison. Tu es en position de l'aider, et tu choisis de ne pas le faire, par pure rancune. Je choisis de ne pas le faire, parce que ce n'est pas ma responsabilité. C'est un adulte, et vous êtes des adultes. Je ne suis pas une banque. Et même si j'en étais une, je ne prêterai pas d'argent à des personnes qui ont prouvé qu'elles étaient incapables de le gérer. C'est exactement ce qui ne va pas avec ta génération, a-t-il répliqué. Vous n'avez aucun sens du devoir familial. Cela m'a fait rire. Ma génération? Et ça venait de l'homme qui m'avait regardé galérer, sans lever le petit doigt. Papa, j'ai des obligations familiales envers moi-même, et envers les personnes qui m'ont réellement aidé quand j'en ai eu besoin. Et cela ne vous inclut plus. Maman a repris le téléphone. Sa voix était différente maintenant, plus faible. Jack, nous sommes dans les ennuis. De vrais ennuis. Ton père a perdu son emploi il y a 6 mois. Nous avons brûlé nos économies, c'est pour cela que nous vendons la maison. Nous espérions aider Nathan à conserver la sienne, pour pouvoir emménager avec lui quelque temps. Jusqu'à ce que nous nous en sortions. Le tableau complet s'est enfin assemblé devant mes yeux. Ils avaient dépensé toutes leurs économies, pour aider Nathan à acheter une maison qu'il ne pouvait pas assumer. Papa avait perdu son emploi. Maintenant, ils étaient ruinés, et prévoyaient d'emménager chez Nathan. Sauf que Nathan était sur le point de perdre ladite maison. Leur plan de secours tombait à l'eau, et ils avaient besoin de moi pour les sauver. Ça a l'air vraiment difficile, ai-je répondu. Je suis vraiment désolé que vous traversiez cela. Alors, tu vas nous aider? Absolument pas. Un lourd silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. Tu vas laisser tes propres parents finir à la rue?
de la même manière que vous m'avez laissé me battre seul face à une blessure qui m'a coûté mon emploi et mes économies? Oui, je vais le faire. Débrouillez-vous. Vous êtes des gens pleins de ressources, vous trouverez bien une solution. Jack, je t'en prie. J'en ai terminé avec cette conversation. Ne m'appelez plus jamais pour me demander de l'argent. Ne m'appelez plus du tout. À moins que vous ne soyez prêt à reconnaître ce que vous avez fait, et pourquoi c'était mal. Jusque-là, nous n'avons rien à nous dire. J'ai raccroché, et j'ai bloqué leur numéro. J'ai également bloqué celui de Nathan. Ensuite, je me suis assis et j'ai pris un verre, car mes mains tremblaient. Carlos a appelé ce soir-là, comme s'il savait, d'une manière ou d'une autre, que j'avais besoin de parler. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu terminé, il a dit « Tant mieux pour toi, mec. » Ils ont pris leur décision. Ils ne peuvent pas te reprocher de ne pas réparer leurs dégâts, après t'avoir laissé tomber. Pourtant, une part de moi se sent très mal. Ce sont mes parents. Être parent ne te donne pas un laissez-passer pour traiter tes enfants comme des moins que rien, et exiger ensuite de l'aide quand tu en as besoin. Tu leur as offert une chance d'être une vraie famille quand tu avais besoin d'eux, et ils ont dit non. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences de cette décision. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais c'était quand même un sentiment étrange, comme si je faisais quelque chose de mal, simplement en me protégeant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des SMS de membres de la famille que je connaissais à peine. Des tantes et des oncles avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, se montraient soudainement très préoccupés par l'unité familiale et le pardon. Il était clair que mes parents avaient fait tourner le carnet d'adresses pour faire pression sur moi, jouant les victimes auprès de quiconque voulait bien les écouter. La cousine de ma mère, Linda, m'a envoyé un message « J'ai entendu parler de la situation avec tes parents. Ils traversent vraiment une période difficile, et ils ont besoin du soutien de leur famille en ce moment. Les liens du sang sont plus forts que tout, Jack. » Je lui ai répondu, la citation complète est en réalité, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre, ce qui signifie que les relations que l'on choisit sont plus fortes que les liens familiaux. C'est drôle comme les gens oublient toujours cette partie. Mon oncle Gary, lui, m'a appelé directement. Il n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Jack, ta mère m'a appelé en pleurs. Elle dit que tu refuses de les aider, alors qu'ils sont sur le point de tout perdre. Ce n'est pas comme ça que nous avons élevé nos enfants à se comporter. Avec tout le respect que je vous dois, oncle Gary, vous ne m'avez pas élevé du tout. Vous me voyez peut-être 2 fois par an lors d'événements familiaux. Vous n'avez aucune idée de la façon dont j'ai été élevé, ni de la nature réelle de notre relation. Mais ce sont tes parents, ils t'ont donné la vie. Ils m'ont donné la vie, puis ils m'ont dit de me débrouiller tout seul, au moment même où j'avais le plus besoin d'aide. Je ne fais que suivre leur exemple. Il a poussé un grognement de frustration, et s'est lancé dans un discours sur le devoir familial et le respect. Il m'a dit que j'étais immature et égoïste, et que je regretterais cette décision lorsqu'il ne serait plus de ce monde. Bref, toutes les répliques classiques de chantage affectif que les gens utilisent, quand ils ne comprennent pas réellement la situation, mais se sentent quand même le droit de juger. Je l'ai laissé terminer son sermon, puis j'ai dit, « Vous avez fini ? Parce que je dois me préparer pour aller travailler. Vous savez, cette chose que je fais pour subvenir à mes besoins, puisque mes parents m'ont appris à être si indépendant. » Je n'ai plus jamais entendu parler de lui après ça. Ni de Linda, ni de la plupart des autres pions que mes parents avaient envoyés pour m'atteindre. Ils avaient livré leur message de culpabilisation, je leur avais répondu, et ils avaient disparu pour retourner à leur propre vie. C'est toujours facile de juger de l'extérieur, quand ce n'est pas vous qui avez vécu la situation. Un autre oncle a eu l'audace de m'envoyer un SMS, « Tes parents t'ont donné la vie. La moindre des choses, c'est de les aider dans les moments difficiles. » Je lui ai répondu, « Ils m'ont donné la vie, puis ils m'ont dit de me débrouiller tout seul. » Je ne fais que suivre leur philosophie en matière d'éducation. Je n'ai plus eu de ces nouvelles par la suite. 3 semaines se sont écoulées, dans un silence total de la part de mes parents et de Nathan. Ensuite, j'ai reçu un email du compte de ma mère, avec pour objet, « S'il te plaît, lis ceci. » Le courriel était long, vraiment très long. Il commençait par l'habituel discours culpabilisant sur la famille, l'amour et les obligations. Ensuite, elle est passée à l'attaque, me reprochant d'être têtu et rancunier. Elle a écrit des choses assez désagréables, affirmant que j'avais toujours été l'enfant difficile, celui qui avait constamment besoin d'avoir raison sur tout.
Cependant, à la toute fin, il y avait un passage qui semblait enfin sincère, ton père et moi avons peur. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Nous avons commis des erreurs dans la façon dont nous t'avons traité. Et nous sommes désolés si tu t'es senti négligé pendant ta blessure. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'aide, et tu es le seul à pouvoir nous l'apporter. Je t'en prie, ne nous abandonne pas, comme tu penses que nous l'avons fait pour toi. Ces excuses étaient enfouies sous tellement d'autres bêtises qu'elles comptaient à peine, et le message restait centré sur eux, ainsi que sur leurs propres besoins. Mais, c'était déjà ça. J'ai gardé cet email pendant 2 jours, avant d'y répondre. J'ai dû écrire et effacer au moins 10 brouillons différents, avant de me décider sur le message que j'ai finalement envoyé. Maman et papa. Je comprends que vous ayez peur, et que vous traversiez une période difficile. Je sais ce que ça fait, car je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. La différence, c'est que moi, j'ai dû m'en sortir complètement seul, alors que vous aviez des options. Et vous avez choisi de ne pas les utiliser pour m'aider. Vous avez raison de dire que je me suis senti négligé pendant ma blessure. Je ne me suis pas seulement senti ainsi, j'ai été effectivement négligé. J'ai demandé de l'aide, et vous m'avez répondu que vous n'aviez pas d'économie. Pourtant, vous avez décidé qu'il était plus important d'acheter une maison à Nathan, plutôt que d'aider votre autre fils à conserver son appartement, au beau milieu d'une crise médicale. Ce furent vos décisions. Et vous aviez le droit de les prendre. Mais j'ai aussi le droit de prendre les miennes. Je choisis de ne pas m'impliquer dans votre situation financière. Non pas par rancune ou par vengeance, mais parce que j'ai appris que je ne pouvais pas compter sur vous. Et vous, de votre côté. Vous avez appris que vous ne pouviez pas compter sur moi. C'est la relation que nous avons construite, ensemble. Je ne vous souhaite aucun mal. J'espère sincèrement que vous trouverez un moyen de surmonter cette épreuve. Mais je ne serai pas la solution aux problèmes que vous avez vous-même créés. Vous m'avez appris à être indépendant et autosuffisant. Félicitations, la leçon a bien été retenue. Prenez soin de vous. Je suis sûr que vous trouverez une solution, car vous êtes des gens pleins de ressources. Jack. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai bloqué leur adresse email. J'en avais terminé, moi aussi. Complètement terminé. C'était il y a 3 mois. Par le bouche à oreille familial, j'ai appris qu'ils ont fini par déménager dans un petit appartement, de l'autre côté de la ville. Nathan a perdu sa maison, et est retourné vivre avec eux. Tous les 3 s'entassent dans un appartement de 2 pièces, d'après ce que j'ai compris. Ma tante, qui est en fait une personne très bien, m'a appelé une fois pour prendre de mes nouvelles. Elle n'a pas fait pression pour que je me réconcilie, ou que je les aide. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Tes parents disent à tout le monde que tu es un fils terrible, et que tu les as abandonnés, m'a-t-elle dit. Je voulais que tu saches que certains d'entre nous connaissent la vérité. Nous avons vu comment ils t'ont traité au fil des années. Merci, lui ai-je répondu. Ça signifie beaucoup pour moi, vraiment. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Parfois, il faut laisser les gens affronter les conséquences de leurs actes, même si c'est difficile à voir. J'ai apprécié ces mots, bien plus que je ne saurais l'exprimer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer d'autres histoires, toujours meilleures. Merci. Amen.